Voilà, bien écoutez, bonsoir à toutes et à tous. On va pouvoir commencer cette dernière soirée du cycle des visios de nos semaines de la Vivac et du supérieur. Vous avez été très nombreux à vous inscrire pour ce soir et vous êtes déjà nombreux connectés. Merci beaucoup. Je profite justement du fait que ce soit la dernière soirée pour vous remercier de votre fidélité, de votre présence tout au long de ces 15 jours. Voilà, vous avez été plus de 100 élèves en moyenne chaque soir, en tout près de 1900 inscriptions pour l'ensemble des SAS. Donc, grâce à votre fidélité, eh bien, cette édition 2025 est un beau succès. Un beau succès aussi qui me permet de remercier l'ensemble des collègues qui se sont mobilisés pour que cet événement puisse avoir lieu cette année encore. Nous avons été en tout une bonne quinzaine de collègues de toute la France. Je me permets de prononcer des remerciements appuyés à Caroline Bass, notre présidente, qui nous a accompagnés tout au long de cette préparation et tout au long de ces soirées. Merci beaucoup aussi à Véronique Gambreau, à Claude Janson qui était aux manettes pour la programmation de ces visios. Et merci aussi Héloïse pour toute la partie communication, pour toute la veille technique et ta présence au fil des soirées. Voilà, après ces remerciements, je voudrais eh bien, vous présenter Monsieur Teilhard, qui nous fait l'amitié d'être présent à nouveau cette année pour évoquer la plateforme Parcoursup. Il ne vous aura pas échappé qu'elle est ouverte depuis une quinzaine de jours et pour jusqu'au 13 mars, je crois. J'imagine que vous avez déjà consulté la plateforme, que vous l'avez découverte, que vous vous posez peut-être quelques questions. Et donc, nous espérons que ce soir, vous allez trouver réponse à toutes vos questions. En tout cas, n'hésitez pas à les poser. Vous connaissez le fonctionnement. Vous utiliserez pour cela la fonction chat. Et dès que les questions vous viennent, voilà, vous pouvez les écrire. Voilà. Eh bien, écoutez, Monsieur Teilhard, je vous passe la parole pour la présentation de la plateforme dont vous avez la charge depuis plusieurs années. Merci à vous, merci à Madame Bass et à l'ensemble de ses collègues pour l'organisation de ce temps d'échange. Et puis, bonsoir à tous les élèves, les parents qui peuvent être là. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour sur Parcoursup de manière à vous en donner au moins quelques éléments généraux et puis des conseils. Et puis, on aura des temps de questions. N'hésitez pas. Alors, premier élément, évidemment, ce que vous voyez là, c'est Parcoursup, c'est un objectif, c'est de simplifier vos démarches parce que c'est évidemment une seule procédure, un seul dossier, un seul calendrier à respecter. Et pour tous les adultes qui sont là ce soir, ils mesurent la différence avec ce qu'ils ont pu connaître eux-mêmes, dans lequel c'était chaque établissement un dossier, chaque établissement une procédure, chaque établissement un calendrier. Même si vous mesurez pas sans doute cette simplicité, croyez-moi, elle est réelle. Si on passe à la slide suivante, une petite aperçu de ce qu'est le calendrier, évidemment, de Parcoursup. Alors, on le voit. Ah, et voilà. Alors, calendrier voilà, de Parcoursup, vous avez un calendrier en trois étapes. On est dans l'étape centrale, qui est celle qui correspond à l'ouverture depuis le 15 janvier et puis qui se déroulera en deux sous-étapes jusqu'au 13 mars dans un premier temps pour formuler vos vœux et jusqu'au 2 avril pour compléter votre dossier et confirmer vos vœux. Ensuite, les dossiers, les candidatures seront transmis aux formations post-bac qui les examineront et débutera la troisième étape pour vous à compter du 2 juin 2025 et qui se déroulera jusqu'au 10 juillet. C'est la phase d'admission durant laquelle vous recevez des propositions. Vous y répondez avec un objectif, c'est que vous puissiez faire votre choix de formation post-bac
et que l'ensemble des élèves, au moment où les résultats du baccalauréat sont publiés, le maximum d'élèves aient pu avoir déjà leur affectation sur la formation qui les intéresse. Première étape, c'est l'inscription. Je ne sais pas si tout le monde l'a fait jusqu'à présent. Deux éléments importants. D'abord, l'inscription sur Parcoursup, c'est à la fois la création d'un compte et puis c'est ensuite la création d'un dossier candidat pour l'année en cours, l'année 2025 de Parcoursup. Un point important, renseignez bien votre numéro de portable parce que vous recevrez au cours de la procédure des alertes envoyées par Parcoursup et c'est important de pouvoir dialoguer avec vous comme cela. Et puis, s'il y a des parents qui sont avec nous ce soir, il est possible dans le dossier de votre fils, de votre fille, de renseigner vos propres coordonnées de mail et de portable et c'est extrêmement utile parce que ça vous permet au moment même où moi j'écris à votre enfant, de recevoir le même message, les mêmes alertes. Et donc, je crois que ça sécurise tout le monde dans le cadre familial d'avoir toujours la bonne information et ne pas oublier finalement une étape à accomplir. Si on change de slide, évidemment, ce qui est important sur Parcoursup, c'est à la fois de s'informer. S'informer, vous avez un site Avenir de l'ONICEP dans lequel vous retrouvez beaucoup d'informations sur les filières, les métiers, des informations qui sont évidemment importantes pour vous permettre de vous projeter en quelque sorte. Et puis sur parcoursup.gouv.fr, la possibilité de consulter de la carte des formations. Alors je précise, y compris pour les parents, cette information, cet accès à Parcoursup, il est évidemment ouvert à tous. Il n'y a pas besoin en particulier d'avoir de code, de mot de passe ou autre. Enfin, vous pouvez tous consulter les informations qui sont sur Parcoursup. Deuxième bon réflexe, si on passe à la slide suivante, c'est évidemment d'échanger et puis de vous préparer en quelque sorte sur Parcoursup. Je ne sais pas si on voit la slide suivante. On va y arriver sans doute. Voilà, très bien. Vous pouvez échanger et vous préparer. Alors, c'est d'abord dans le cadre de votre établissement scolaire avec votre professeur principal, avec des personnels d'orientation, mais ça peut être aussi évidemment avec les formations post-bac elles-mêmes, avec leurs étudiants qui peuvent vous renseigner, vous donner des éléments très concrets, en fait, de connaissance des formations. Et puis, lors des journées portes ouvertes, vous savez que sur chaque fiche de formation Parcoursup, vous avez accès à la date des journées portes ouvertes organisées par tel ou tel établissement. Donc, n'hésitez pas à la consulter, cette information, et puis y participer. Vous trouvez évidemment, au-delà de cela, des informations sous forme de quiz, de vidéos, de règles, de FAQ, et même un site d'entraînement pour la phase d'admission. Mon conseil à moi, c'est ne vous contentez jamais de l'information numérique, c'est-à-dire qu'elle est évidemment importante, elle est évidemment exhaustive, mais allez toujours questionner finalement les formations qui ont pu paraître vous intéresser parce que c'est que dans le dialogue concret, à la fois dialogue avec l'équipe de votre lycée, que vous pouvez confronter, que vous pouvez mesurer si la formation vous intéresse vraiment, et puis dialogue direct avec, je vous dis, des étudiants, des enseignants du supérieur à travers ces journées portes ouvertes. Si on passe à la slide suivante, alors une fois qu'on a vu à peu près le paysage, qu'est-ce qu'on retrouve comme type de formation sur Parcoursup? C'est important. Sur Parcoursup, il y a de l'ordre de 24 000 formations qui dispensent des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement. Les diplômes nationaux, c'est par exemple les licences, par exemple les bachelors universitaires technologiques des IUT ou encore les BTS. Puis les diplômes d'établissement, ça peut être un diplôme d'une école, un diplôme d'école d'ingénieur, un diplôme d'école de commerce ou de management, ou encore un diplôme, qu'est-ce qu'on peut avoir, des d'IEP. Voilà, ça peut intéresser certains d'entre vous. Parmi toutes ces formations, il y a des formations qu'on appelle sélectives et puis des formations non sélectives. Les formations non sélectives, ce sont globalement les formations que vous retrouvez portées par les universités, différents types de licences, avec aussi les parcours, évidemment, pour accéder aux formations de santé ou encore les parcours préparatoires au professorat des écoles qui sont très attractives pour les lycéens. Formations dites sélectives, elles sont plus nombreuses, évidemment, et on en retrouve d'une très grande diversité. J'en ai mis quelques exemples là, vous pouvez les lire, et vous retrouvez toutes ces formations. Alors, il existe aussi des formations en dehors de Parcoursup, évidemment, mais ce que je vous conseille, c'est d'être vigilant. On a
publié sur le site parcoursup.gouv.fr. Il y a un espace ressources dans lequel vous pourrez voir, il y a un petit guide qui vous permet d'avoir les bons réflexes. Vous posez toujours les bonnes questions sur à la fois l'établissement qui peut accueillir la formation, mais aussi sur voilà, les frais de scolarité, y a-t-il des frais de candidature? Voilà, quelques bons réflexes, c'est important toujours de questionner. Et surtout quand on s'intéresse à des formations en dehors de Parcoursup, est-ce que le diplôme que vous allez préparer vous permettra de poursuivre des études ultérieurement après cette formation? Je crois que c'est un devoir de vigilance que nous avons tous. Formation, voilà, slide suivante, les modalités d'examen affichées par chaque formation. Dans les formations, finalement, vous pourriez me dire qu'est-ce qui distingue les formations sélectives des formations non sélectives? Eh bien, les formations sélectives, ce sont des formations dans lesquelles l'admission se fait pour dossier. Il se fait parfois aussi sur concours, avec des entretiens, avec des épreuves écrites. Et puis, la formation a la possibilité de vous répondre de manière négative, c'est-à-dire qu'elle va considérer j'allais dire, vous n'êtes pas en capacité de réussir et la réponse sera négative. Et puis, vous avez les formations dites non sélectives que j'ai évoquées tout à l'heure, dans lesquelles finalement vous pouvez candidater sur toutes les formations qui vous intéressent et la formation, finalement, accueillera tous les étudiants dans la limite de sa capacité d'accueil. C'est-à-dire qu'elle ne dit jamais non sur la base d'un dossier, mais elle peut simplement être conduite des fois à ne pas accepter un candidat dès lors qu'elle a déjà rempli sa capacité d'accueil. Voilà, c'est un peu une petite différence. Et puis dans les universités, là aussi, une autre, c'est que la réponse peut être conditionnée en disant j'accueille tel ou tel élève, mais pour certains plus fragiles, eh bien, l'équipe pédagogique va mettre en place un accompagnement dédié, ce qu'on appelle les WICI. En gros, elle conditionne l'entrée à l'acceptation par le candidat, l'étudiant, le futur étudiant, d'un programme pédagogique pour renforcer soit sa discipline, soit ses méthodes de travail, de manière à pouvoir garantir une réussite durant ce cycle de formation de licence. Alors, évidemment, j'imagine que beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà inscrits. Donc, voyons ce que l'on peut consulter sur les fiches Parcoursup. Alors, première étape qui est celle plus basique, mais je souhaitais l'affiner, c'est la première type d'information que vous avez sur la carte des formations. Évidemment, vous pouvez faire des recherches par mots-clés, des recherches géographiques, des recherches en utilisant des filtres qui vous permettent de je ne souhaite que tel ou tel type de formation, je ne souhaite que des formations portées par des établissements publics. Voilà, chacun a le choix, il y a plusieurs filtres que vous pouvez utiliser. Et le premier niveau d'information va vous permettre d'identifier le statut de l'établissement concerné, le nombre de places, le nom du diplôme également. Et puis, vous avez trois fonctions que je vous encourage, moi, à utiliser. D'abord, vous le voyez, ce qu'on appelle des formations similaires. Formation similaire, c'est est-ce que à partir de la consultation que j'ai faite, finalement, Parcoursup vous propose d'aller regarder d'autres formations qui peuvent conduire vers le même environnement professionnel. C'est toujours utile parce que on a parfois l'impression, quand on est lycéen, qu'il n'y a qu'une seule formation qui permet d'accéder à un métier. La réalité, elle est souvent beaucoup plus plurielle que ça. Il y a beaucoup de formations similaires qui peuvent conduire vers un même environnement professionnel et c'est important de découvrir des formations via Parcoursup. Le deuxième élément que je vous encourage à utiliser, voyez le petit cœur qui se trouve en haut à droite du rectangle. Eh bien, ce petit cœur qui signifie un favori, un peu comme ce que vous connaissez sur Internet, eh bien, il vous permet ensuite de vous porter des petites annotations personnelles que vous inscrirez. Et c'est toujours utile parce que ça vous permet, au fur et à mesure de vos recherches, finalement, de progresser, de vous mettre des petites notes qui vous serviront au moment où vous ferez vos vœux. Troisième élément, vous avez aussi ce qu'on voyait ajouter au comparateur. Vous pouvez comparer jusqu'à 5 formations. J'imagine que certains d'entre vous ont déjà qui acheté un portable, qui acheté un autre produit dans lequel vous avez vu que vous faisiez une comparaison sur la base d'éléments de critères pour comparer le prix, mais aussi des éléments plus techniques. Et bien là, sur les formations, nous avons choisi, nous, d'intégrer quelques éléments qui sont importants. Les frais, est-ce que le diplôme est contrôlé par l'État ou pas? Eh bien, vous avez la possibilité, via Parcoursup, en cliquant sur ce comparateur, de comparer 5 formations. Ça peut être aussi utile pour mesurer le niveau de pression ou de demande qui existe sur chaque formation. Imaginez, vous êtes intéressé par un seul type de formation, bah, les classes préparatoires aux grandes écoles, et puis vous avez plusieurs, et bien vous pouvez mettre 5 lycées différents et vous identifierez, lycée par lycée, y a-t-il des différences sur le niveau de pression, en quelque sorte, pour chacun de ces établissements? Je crois que ça doit faire partie aussi de vos réflexes.
Vous pouvez en comparer 5, mais vous pouvez ensuite rayer, puis en recomparer d'autres. Voilà, c'est à votre disposition. L'objectif est toujours de vous aider à vous faire des petites notes, à vous faire progressivement un choix au fur et à mesure de vos consultations. Quand on passe à la slide suivante, merci, la présentation des fiches de formation de Parcoursup est toujours la même. Je crois que c'est ça une des grandes plus-values de Parcoursup, moi, de mon point de vue, c'est, il m'arrive, moi, régulièrement d'aller dans des salons, et en fait, il y a toujours un petit effet un peu d'étourdissement parce que il n'y a jamais la même information, elle est jamais présentée de la même manière, et c'est jamais le même type de personne qui vous répond. Et donc, ça donne un petit peu un sentiment de vertige une fois qu'on sort du salon. Là, sur Parcoursup, vous retrouverez toujours la même information, les mêmes types d'informations, avec un encadré qui s'appelle carte d'identité de la formation pour visualiser des informations importantes. Et puis ensuite, vous voyez 6 rubriques qui sont en dessous et dans lesquelles chacune correspond à un niveau d'information. Et ensuite, c'est à partir de là que c'est plus facile pour comparer entre les formations. Si on passe à la slide suivante, je vais m'attarder là sur trois, quatre slides avec évidemment les rubriques qui sont sans doute celles qui vous intéressent le plus, en tout cas qui méritent votre attention. Première rubrique, c'est celle de la connaissance des critères d'accès à une formation, c'est-à-dire quels sont les critères, quels sont les éléments que vont prendre en compte les enseignants des formations post-bac pour apprécier les candidatures. Parce qu'évidemment, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça me permet de le souligner à cette occasion, c'est pas Parcoursup ou un algorithme national de Parcoursup, évidemment aveugle et évidemment froid, qui examine les candidatures. Mais non, ce sont les enseignants des formations eux-mêmes. Ce sont eux qui définissent des critères et ce que nous vous rendons compte à travers cette page, c'est quels sont les critères qu'ils utilisent, comment ils les utilisent. Trois informations pour vous aider dans cette rubrique-là. D'abord, vous voyez avec l'accolade une présentation globale des critères. Quel est le poids des résultats scolaires? Quel est le poids des appréciations des méthodes de travail? Quel est le poids du savoir-être ou encore de la motivation ou encore de l'engagement? Vous le retrouverez toujours formation par formation à cet endroit-là. Des conseils aux candidats, une petite rubrique renseignée par les enseignants des formations post-bac eux-mêmes sur la base de leur expérience de l'année précédente pour faire passer des messages à l'attention des prochains et des nouveaux candidats. Et puis enfin, en bas de page, vous pouvez voir, là je vous ai mis qu'une seule ligne, mais c'est la déclinaison de ce qu'on a vu de manière globale dans l'accolade, c'est-à-dire que lorsque je parle de résultats scolaires, quel type d'éléments, quel type de notes? Eh bien, vous pouvez le retrouver, et puis avec une indication d'intensité, sur la droite, vous voyez ces petites puces qui sont soit remplies, soit laissées vides, et qui manifestent enfin, le degré d'importance. Là aussi, ce sont des codes de l'Internet que vous connaissez par vos usages réguliers. Donc ça, c'est la rubrique comprendre les critères d'analyse de candidature. Et puis, ce qu'on a essayé de faire, si on passe aux autres rubriques, alors là, je le ferai sur 2 slides, une information importante. En fait, les lycéens depuis plusieurs années, et vos professeurs peuvent en témoigner. Leur questionnement, c'est à la fois quel type de critères utiliser, puis ensuite, c'est je voudrais mieux comprendre la manière dont fonctionne Parcoursup et je voudrais avoir des informations. Est-ce que mon profil, quel type de parcours au lycée, quel type de niveau scolaire? On a essayé de travailler pour vous apporter des réponses. Cette rubrique s'appelle Visualiser les chiffres d'accès à la formation et elle vous apporte finalement plusieurs types d'informations. D'abord, dans une première présentation, c'est ce qu'on a sur la gauche, vous avez finalement pour la formation qui vous intéresse, combien il y avait de candidats qui ont fait des vœux, combien il y en a qui ont reçu des propositions, combien ont accepté de venir. Et cette information est différente parce que il y a parfois beaucoup de candidats qui ont des propositions, mais que seuls quelques-uns qui l'acceptent et qui viennent effectivement dans cette formation. Vous avez la possibilité ensuite de décliner cette information générale valable pour tous les candidats à un cas particulier. Par exemple, je crois que c'est plutôt le cas dans Abibac, vous êtes du bac général, eh bien, vous avez la même déclinaison de ce même type de graphique, mais uniquement avec les candidats de l'an dernier du lycéen du bac général. Et vous avez accès à une information qui se trouve donc dans le petit visuel de droite, tout au milieu et en fait surligné, c'est le taux d'accès. Qu'est-ce que le taux d'accès? Le taux d'accès exprime une proportion de candidats de ce profil-là qui ont reçu des propositions l'an dernier. Par exemple, 100% de taux d'accès signifie que tous les candidats du bac général qui se sont présentés l'an dernier ont reçu une proposition. Si vous calculez si le taux d'accès qui s'affiche est par exemple de 25%, je crois que c'est le cas dans la vignette, eh bien ça signifie qu'un quart des lycéens, donc un lycéen sur quatre, du bac général qui avait formulé
une proposition, une candidature a reçu une proposition d'admission. C'est un élément important, vous le retrouvez dans le comparateur que j'ai évoqué tout à l'heure, et vous pouvez comparer les formations en fonction de ce niveau de tension, entre guillemets. Mais ce qu'on a essayé de faire sur la slide suivante, c'est d'aller plus loin, avec finalement la possibilité pour vous d'interroger Parcoursup de manière un peu interactive pour le questionner sur bah, quel type de moyenne, quel type de niveau scolaire pour ceux qui ont reçu des propositions, pour ceux qui sont effectivement rentrés dans la formation. Vous avez d'abord sur la slide de gauche bah, la possibilité de rentrer finalement en quelque sorte presque votre profil. Quel type d'enseignement de spécialité avez-vous en classe de terminale? Vous le renseignez. Et puis ensuite, vous renseignez un niveau de moyenne générale. Alors, je précise, c'est moyenne générale de terminale sans les coefficients et sans les options. Voilà, c'est une donnée globale pour essayer de vous rendre compte. Dans la slide du milieu, et encore une fois, hein, ce que je vous montre là, vous pouvez le tester vous-même sur Parcoursup pour chacune des fiches de formation. Parcoursup va, en fonction des éléments de profil que vous avez identifiés, vous apporter d'abord, c'est l'écran du milieu, une information pour vous dire, eh bien, les candidats qui avaient ce profil-là, bac général, avec tel type de choix de doublette de spécialité, quel type de moyenne générale, voilà comment ils ont reçu des propositions l'an passé. Je crois que là, dans ce qui s'affiche, c'est ces candidats ont reçu régulièrement des propositions d'admission. On est entre 20 et 50% d'une manière générale. Et donc, on peut vous donner du coup des conseils. Voilà, c'est super si vous pouvez agrandir, mais je pense que vous enverrez aussi le slide à tous les lycéens de manière à ce qu'ils puissent se reproduire. Ben, évidemment, on vous encourage à candidater, mais vous voyez qu'on vous encourage aussi à diversifier sans doute vos vœux au regard des résultats qui sont affichés. Je crois que c'est important. On vous dit aussi, et je crois que c'est important, et y compris parce qu'il y a des enseignants avec nous ce soir, c'est il faut relativiser l'information qu'on vous apporte. Un, elle n'est jamais une garantie absolue voilà, ça ne prédit pas l'avenir. Vous voyez, je suis venu sans boule de cristal, sans turban au-dessus de la tête. Je ne suis pas Madame Irma. Je vous donne simplement une visibilité sur le rétroviseur. Qu'est-ce que je vois dans le rétro? Et les données qui s'affichent là sont des données sur les 3 dernières années. Élément important aussi, on vous dit bah, il faut aussi relativiser cette donnée au regard de quel est le poids des résultats scolaires, puisque j'ai parlé de la moyenne, quel est le poids des résultats scolaires dans l'appréciation des enseignants. Certaines formations accordent un poids très important aux résultats scolaires. Vous savez, c'est ce qu'on a vu dans l'accolade dans les slides précédentes. Et puis d'autres y accordent aussi une importance par exemple, la motivation, par exemple, l'engagement. Ce que vous voyez sur la droite est une information complémentaire et en fait, il faut croiser les deux données pour que ça soit intéressant et en tout cas que ça vous donne une clé de lecture utile. Ce que l'on vous montre au milieu, je le redis, ce sont ceux qui ont reçu des propositions. Ce que l'on vous montre sur la droite, c'est ceux qui ont accepté de venir. Et on vous dit par rapport à ceux qui ont accepté de venir, quel est leur profil. Profil de notes, c'est l'information sur la gauche, et on vous dit bah, 80%, donc 8 lycéens sur 10 avaient entre tel ou tel niveau, 1 sur 10 avait un niveau inférieur, et puis l'autre extrême qui est le niveau supérieur. L'information qui est hyper importante, c'est aussi celle qui est sur la droite, sur les choix d'EDS. Et par exemple, on vous dit, ben voilà, parmi ceux qui ont accepté, quel type de doublette avait-il? Et vous voyez toutes les doublettes classées par ordre d'importance. Et je crois que c'est en croisant ces deux informations, parce que vous pouvez très bien, par exemple, sur une formation, voir que quand vous avez renseigné des profils, on n'a que des propositions régulièrement, mais ce que vous pouvez regarder, c'est que quand vous regardez dans le profil qui est à droite, les éléments, c'est que ceux qui sont effectivement venus et qui sont là, peut-être qu'ils ont un profil qui est le même que le vôtre, mais qui est le profil en tête. Donc, il y a évidemment des candidats qui reçoivent des propositions, mais qui décident de ne pas aller. Donc voilà, il faut croiser ces deux données parce que je crois que c'est intéressant et que ça vous donne une illustration. Évidemment, ce que je vous ai montré là, vous pouvez le refaire à l'infini, vous pouvez le refaire avec d'autres types de formations, vous pouvez le refaire en changeant le niveau de moyenne générale, vous pouvez le refaire en changeant les enseignements de spécialité. Je le redis parce que c'est important, ça n'est pas une information qui veut tout dire, qui vous garantit ou vous exclut, ça n'est pas fait pour ça, mais c'est une information qui peut être utile pour vous renseigner. Et je donne un élément qui est, de mon point de vue, moi, pas inintéressant, enfin deux éléments. La première, c'est ce que l'on a fait là, ce travail-là, y compris les terminologies telles qu'elles sont présentées. Ce sont des terminologies que nous avons testées avec l'ensemble des lycéens de terminale de l'an dernier. On les avait consultés sur des maquettes.
les 645 000 de l'an dernier, et on a eu des échanges interactifs avec une centaine aussi de lycéens pour voir est-ce que les termes que l'on affiche sont des termes qui sont compris, comment être toujours mieux compris. Le deuxième élément d'information qu'il faut véritablement avoir en tête, c'est évidemment toujours penser à diversifier ses vœux. Et l'objectif aussi des chiffres que l'on monte, c'est aussi parfois de lutter contre l'autocensure. Je vais donner un exemple très concret. Dans les travaux de recherche, on sait que généralement, des jeunes filles, je suis sûr qu'il y en a avec nous ce soir, elles ont une tendance à l'autocensure quand elles ne mesurent pas le niveau d'accès à une formation. C'est-à-dire que l'absence de données chiffrées est de nature à ce qu'elles considèrent qu'elles n'ont pas le niveau. Là où les garçons sont d'un optimisme, bon, allez, je ne vais pas dire béat, mais voilà, d'un optimisme beaucoup plus fort et pensent qu'ils ont le niveau partout. Eh bien, moi, je m'adresse aux jeunes filles. Voilà, ces informations, regardez-les. Voyez que vous avez déjà le niveau. Parce que les garçons ne vous le disent pas, mais d'une manière générale, les filles ont un meilleur niveau scolaire au lycée que les garçons. Et donc, vous avez sans doute le niveau. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi avec cet esprit-là, d'être ambitieuse, d'aller au-delà finalement parfois de vos craintes, parce qu'on essaye de vous apporter une information utile. Si je passe à la slide suivante, évidemment, l'ensemble des informations que j'ai affichées, les modalités, les critères d'analyse des candidatures, le taux d'accès, le profil des lycéens, toutes ces données-là sont des informations qui sont intéressantes, que vous pouvez prendre en compte dans la réflexion que vous avez, dans l'échange que vous avez au sein de votre famille avant de formuler des vœux. Ce sont aussi des informations évidemment intéressantes pour discuter avec les professeurs, professeurs principaux, psychologues de l'éducation nationale, si vous avez besoin, professeurs du supérieur ou encore étudiants. Voilà, ne pas se contenter que de l'information affichée. Ce qui est important, c'est de la digérer, de la comparer, de la confronter. Voilà, pour vous donner une opinion. Il n'y a pas de position tranchée, il n'y a pas des formations dans lesquelles qui sont exclues pour vous et d'autres qui sont complètement ouvertes de manière garantie. Voilà, il faut trouver à partir de ces informations l'occasion ensuite d'échanger et le retour à l'humain en quelque sorte. Est-ce que vous voulez qu'on prenne quelques questions là avant que je passe à une autre étape? Eh bien, écoutez, on peut pas, alors on peut faire peut-être, il y a deux questions, peut-être qu'on peut commencer à les prendre. Je ne sais pas si vous les Ça voyez. permet d'éviter que les gens restent Oui. avec leurs questions trop longtemps. Oui. Alors, une première question que je vous livre. Donc, dans mon dossier Parcoursup, la section Abibac n'apparaît qu'en première et terminale, mais pas en seconde. Comment faire pour y remédier? Et l'élève précise que toute la classe est concernée. Mais c'est ça que j'aime bien, moi, dans les visios, c'est qu'en fait, c'est jamais assez. Mais alors, ça apparaît sur première et terminale parce que c'est la scolarité qu'on prend en compte. C'est-à-dire que on prend en compte les notes de première et de terminale. Donc, c'est dans ce contexte-là que vous visualisez, parce que je crois que c'est important, vous visualisez bien que nous connaissons votre profil particulier. C'est ça que nous voyons. Très bien. Une deuxième question, voilà, par rapport à quelqu'un qui fait un Abibac en Allemagne et voilà, les spécialités, les notes ne sont pas les mêmes qu'en France. Et donc, comment peut-on renseigner les informations pour connaître Évidemment, je dis pour des lycéens qui passent une scolarité qui n'est pas celle du baccalauréat français en tant que tel avec les mêmes éléments de notes, ils auront la possibilité de renseigner leurs notes et ils devront même transmettre leur bulletin un peu de manière dématérialisée parce qu'ils n'ont pas la scolarité française avec le système de notes tel que nous le remontons via les systèmes d'information de votre lycée via Parcoursup. Mais on peut tout à fait renseigner ces notes et je crois que c'est important aussi pour l'ensemble des élèves de l'Union européenne, qu'ils soient dans votre réseau ou même d'une manière générale. C'est bien Parcoursup qui est la porte d'entrée pour accéder à l'ensemble des formations post-bac en France. Très bien. Mais écoutez, merci pour ces deux premières réponses. J'en profite peut-être pour dire aux élèves voilà, de ne pas hésiter à poser au fur et à mesure les questions. On peut peut-être reprendre le cours du diaporama. Si on reprend pour passer en fait à s'inscrire, formuler ses vœux et puis compléter son dossier et confirmer ses vœux. Quelques slides suivantes, quelques éléments de positionnement. D'abord, dans les éléments généraux que je vais vous communiquer, vous pouvez formuler jusqu'à 10 vœux et des vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage. Ça existe, des formations. L'apprentissage, c'est lorsqu'on cumule un temps d'apprentissage avec un temps d'expérience concrète auprès d'un employeur.
Vous pouvez formuler des vœux pour des formations sélectives ou non sélectives et non sélectives. Il n'y a pas d'obligation d'en formuler pour les uns ou pour les autres. Il n'y a pas de proportion pour les uns et pour les autres. C'est vous qui décidez de votre panier de vœux. Lorsque la formation l'a demandé, le vœu doit être motivé en quelques lignes à travers une lettre de motivation. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est que elle n'est pas obligatoire de manière systématique. Elle n'est obligatoire que si les enseignants de la formation l'ont demandé pour l'utiliser. Les vœux n'ont pas besoin d'être classés. C'est très important. Il n'y a aucune hiérarchisation à établir au moment où vous formulez des vœux. L'objectif, c'est de vous permettre finalement de faire des vœux 360 degrés, d'être ambitieux parce que vous avez le droit et vous en avez presque le devoir de l'être à l'âge que vous avez, des vœux de raison, des vœux de sécurité. Chacun fera ses proportions et son propre panier en fonction des éléments d'information que vous verrez, mais vous n'avez pas à les classer. Par contre, vous aurez, au moment où vous recevrez les propositions d'admission à partir de 2 juin, bien évidemment, d'avoir une hiérarchie dans votre tête. Qu'est-ce que je préfère entre telle ou telle formation si je reçois les propositions sur les deux et que je dois choisir? La date de formulation des vœux n'est pas prise en compte, c'est important. Parcoursup, ce n'est pas une course de vitesse. Ne vous précipitez pas ce soir à faire des vœux. Ce qui compte, moi, c'est le panier de vœux que vous aurez constitué, que je prendrai en photographie, en quelque sorte, le 13 mars 2025 à 23h59. D'ici là, aucune différence entre celui qui fait les vœux ce soir et celui qui les fera dimanche prochain. Vous avez le droit de faire vos vœux ce soir et de tout rayer dimanche prochain. Ce qui compte, c'est la photographie finish que je fais le 13 mars 2025 à 23h59. Chaque formation n'a connaissance que de vœux que vous avez faits pour elle. Donc, elles n'ont pas connaissance des autres vœux. Il n'y a pas de risque à ce que l'une sache que vous avez fait un vœu dans l'autre formation qui est celle qui est son pire ennemi ou sa pire concurrente. Vous voyez, ce type de débat, ça n'existe pas sur Parcoursup. C'est votre dossier à vous. Et moi, le conseil, j'y reviendrai encore tout à l'heure, diversifier des vœux, je l'ai dit, formation sélective, non sélective, formation près de chez vous, plus loin si vous en avez la possibilité. Voilà. Évitez impérativement de ne formuler qu'un seul vœu, c'est une prise de risque majeure, autant l'éviter. Et puis, je le dis par rapport à cela, pensez toujours que dans la diversité des dossiers des lycéens français, l'an dernier, il y en avait 645 000, il y en a 95% qui ont eu au moins une proposition d'admission. 95%. Je suis pas un très grand matheux. En tout cas, les maths n'ont pas laissé un immense souvenir dans ma mémoire. Mais je sais que dans une classe de 30, 95%, ça fait même pas un élève. Vous voyez, qui n'a pas eu de proposition d'admission. En moyenne, ils en ont eu 6 et au bout d'une semaine, 80% des lycéens avaient déjà eu des propositions d'admission. Donc je crois que voilà, c'est de nature à vous rassurer. Un petit point, voilà, merci. Les formations. Alors, un petit point sur la question géographique, c'est toujours un questionnement de la part des élèves. Est-ce que je peux faire des vœux partout en France? La réponse est oui. Est-ce que le fait que j'habite ici ou là est pris en compte? Et la réponse est différente. Un, pour les formations sélectives, il n'y a pas de secteur géographique, il n'y a pas de priorité. Vous pouvez candidater à un IUT, une classe prépa, un BTS, près de chez vous, loin de chez vous, peu importe l'endroit où vous habitez. Pour les formations qui sont non sélectives de l'université, il y a une priorité géographique si la formation est très demandée et qu'il y a plus de candidats que de places. Les recteurs définiront des taux de priorité et Parcoursup fera, comment dire, euh, prendra en compte ce taux de priorité, c'est-à-dire que, je sais pas, moi, le recteur peut dire priorité à ceux qui résident dans l'académie et à ce moment-là, bah, ceux qui ne résident pas dans l'académie ne sont pas prioritaires. Je crois que c'est important parce que ça veut dire que il faut, lorsque vous êtes intéressé par des vœux, par des formations en licence, bah, d'abord prendre en compte là où vous habitez et vous dire que prioritairement, c'est là où vous habitez que vous avez la possibilité de candidater. Ça ne vous interdit jamais de candidater ailleurs. Mais il faudra regarder en fonction des taux de pression parce que, évidemment, vous ne serez pas prioritaire pour rentrer dans ces formations-là. L'appartenance ou non au secteur et donc à je suis prioritaire ou pas prioritaire, elle est affichée à chaque candidat qui formule des vœux. Vous êtes indiqué je suis du secteur ou je ne suis pas du secteur. Voilà. Pour les lycéens de l'AEFE, mais je ne suis pas sûr qu'on en ait ce soir, il y a un avantage particulier. Ils n'ont pas d'université dans leur territoire. Par définition, ils sont
hors de France, eh bien, eux, ils sont prioritaires dans chaque académie où ils sont candidats. Dernier jour pour formuler les vœux, si on passe à la slide suivante, c'est le jeudi 13 mars 2025, 23h59 heure de Paris. Donc, à vous de trouver le bon rythme, sans précipitation, sans attendre la dernière seconde. Alors, vous êtes tous d'accord, mais moi, je suis sûr qu'il y en aura parmi vous qui atteindront les 10 dernières minutes. J'en ai chaque année 30 000 candidats dans les 5 dernières minutes. Donc, vous voyez, il y en a sûrement un d'entre vous. Mais voilà, je crois que si prenez le temps qui est nécessaire, on vous laisse à peu près 2 mois pour réfléchir à la formulation des vœux. Cette phrase-là, elle veut dire aussi que le 14 mars au matin, on reformule plus de vœux. Évidemment, on a dépassé la date limite. Ça veut dire aussi le 14 mars, je ne fais pas de troc. Vous m'échangez pas un vœu que vous aimez moins bien avec un autre que vous voudriez avoir. Moi, vous voyez, chacun est défini par cette date-là. Rassurez-vous, 2 choses importantes. Un, parce que vous m'avez laissé votre adresse mail et votre téléphone, bien avant le 13 mars, je ferai un petit rappel à chacun pour dire attention, on n'arrive pas loin du 13 mars, pensez à faire des vœux. J'identifierai aussi parmi vous, imaginons, j'ai évoqué juste avant les priorités géographiques. Ben, si je constate que parmi vous, il y a un lycéen qui n'a fait des vœux en licence qu'à l'extérieur de son académie, là où il n'est pas prioritaire, je lui enverrai un petit message ciblé pour dire attention, vous n'avez pas pris en compte le fait que vous êtes prioritaire dans votre académie. Peut-être que c'est une erreur, donc autant faire un petit rappel. Ensuite, chaque candidat est libre de faire ce qu'il souhaite. Et puis, dernier élément, je l'ai dit, enfin, 2 derniers éléments. Un, quand je vous ai envoyé un message de petit rappel, j'ai parlé tout à l'heure des parents qui pouvaient renseigner leurs coordonnées dans le dossier. Vous voyez bien, du coup, l'intérêt, parce que je vais vous écrire en même temps, du coup, pour rappeler cette date et cette échéance. Enfin, dernier élément, vos professeurs principaux ont des accès dans Parcoursup qui leur permettent de voir au niveau de chaque classe qui a fait des vœux, qui n'a pas fait de vœux, pourquoi, et donc de stimuler, d'intéresser, de questionner en quelque sorte la situation de chacun pour vous accompagner, vous permettre de faire les vœux que vous souhaitez pour l'accéder à l'enseignement supérieur. Slide suivante, qu'est-ce qu'il y a dans un dossier Parcoursup? C'est évidemment une question importante. D'abord, si je commence par la droite, eh bien, des éléments de notes. Alors, ça répond en partie à la question qu'on a eue tout à l'heure. Notes de l'année de première, notes de l'année de terminale, et puis des informations sur votre parcours spécifique. Vous êtes en section européenne ou binationale, c'est le cas ce soir. Vous êtes dans le bac français international, vous participez à des cordées de la réussite. Vous allez passer une certification des compétences numériques. C'est avant le 7 mars dans tous les lycées de France, eh bien, nous remonterons cette certification PIX. Je crois que c'est un élément important pour montrer que les compétences numériques, elles font partie aujourd'hui intégrante de ce qu'est un futur citoyen formé au lycée. Et puis, dans ce qu'on a à gauche, ce sont des éléments. 3 éléments d'abord qui vous concernent vous directement, et puis un élément, la fiche à venir, qui est renseigné par le lycée. La rubrique activité centre d'intérêt, c'est une rubrique facultative, mais qui vous permet de mettre en valeur des compétences, des engagements, des expériences. Et je crois que pour des lycéens comme vous, au-delà du fait qu'on va remonter dans votre dossier la spécificité de votre parcours, eh bien, ça peut être intéressant. Vous avez une expérience internationale, vous avez un goût pour l'ouverture culturelle. Voilà, tous ces éléments-là, vous pouvez l'indiquer. Pensez toujours qu'un lycéen n'est pas simplement un lycéen, c'est-à-dire qu'il est aussi une personne qui a des activités sportives, artistiques, culturelles, et que ça peut nourrir à la fois votre ambition et votre projet d'études post-bac, mais du coup, dites-le parce que ça peut aussi servir votre dossier. La lettre de motivation, quand elle est demandée par la formation, j'ai dit qu'elle n'était pas obligatoire. Évidemment, si elle est demandée, vous la verrez comme un exercice à faire dans votre dossier. Là aussi, juste un message important. Euh, ChatGPT fait des très belles lettres de motivation, mais elles ne répondent pas du tout à la commande. Pourquoi? Parce que ce qu'on demande et ce que les professeurs du supérieur attendent dans la lettre de motivation, ce sont des éléments de nature personnelle, ce sont des éléments concrets qui permettent de voir et de vérifier que vous avez compris la formation dans laquelle vous souhaitez aller, que vous en avez compris ses exigences, ses opportunités, que ça répond à un projet personnel ou professionnel. Voilà, il faut des choses simples. Alors c'est en gros 2, 3 paragraphes assez simple. Et vous avez dans votre dossier une petite rubrique qui s'appelle Pour vous aider, dans laquelle vous retrouvez même une petite vidéo qui a été faite, dans laquelle vous retrouvez une petite fiche pratique pour permettre de, voilà, qu'est-ce que je mets dans une lettre de motivation, qu'est-ce qui est intéressant.
Vous pouvez avoir des pièces spécifiques ou des formulaires à remplir en fonction des formations. Ce sont elles qui le souhaitent et qui le demandent. Vous le retrouverez dans votre dossier. Par exemple, si vous êtes intéressé par les licences de STAPS, eh bien, on retrouve pas mal de questionnements autour de votre expérience, de votre engagement, vos capacités d'encadrement en quelque sorte. Et puis, par exemple, vous êtes intéressé par les métiers d'art, eh bien, des DNMAT, qui sont les diplômes de métiers d'art et du design, eh bien, on vous demandera l'expression de votre créativité artistique à travers un document à déposer sur la plateforme Parcoursup. Enfin, dernier élément qui est la fiche à venir. Si on change de slide, voilà, ça me permet de le documenter. Cette fiche à venir, elle est renseignée par les enseignants du lycée et le proviseur à l'issue du conseil de classe dans un objectif de vous accompagner, de bienveillance et de confiance dans le potentiel de chacun. Pour chaque lycéen, la fiche à venir est renseignée par le lycée et sera versée au dossier avec l'appréciation spécifique des professeurs par discipline, lorsque c'est une appréciation distincte de celle qui figure déjà dans le bulletin et qui est destinée finalement à éclairer les enseignants du supérieur sur vos enseignements. Deux, les appréciations du professeur principal sur des compétences transversales, votre méthode de travail, capacité de travail, centre de l'engagement. Et puis, avis du chef d'établissement sur votre capacité à réussir pour chaque vœu, en tenant compte évidemment de votre parcours. Donc, je crois que c'est intéressant. La fiche à venir, elle ne sera consultable qu'à partir du 2 juin. Ce que l'on veut éviter, c'est que les professeurs et le proviseur soient soumis à des fortes pressions de la part des élèves ou de leurs parents. On n'est pas naïf non plus. Et moi, le message que je vous dis, faites confiance à vos équipes éducatives de votre lycée. Ils vous connaissent bien et je vous dis, moi, en 8 ans, je n'ai jamais vu de situation dans laquelle un lycéen découvrirait une appréciation qu'il ne connaisse pas déjà des échanges qu'il a pu avoir avec professeur principal et équipe de direction de l'établissement scolaire. Finaliser son dossier, parce que vous pourriez me demander, oui, mais vous parlez, on fait des vœux jusqu'au 13 mars, mais ensuite il y a d'autres choses à faire. Oui, jusqu'au 13 mars, vous formulez vos vœux et entre le 13 mars et le 2 avril 2025, eh bien, finalement, vous avez à compléter votre dossier pour confirmer les vœux. Compléter ce dossier, c'est une rubrique autres projets dans lequel on vous demande est-ce que vous avez d'autres projets en dehors de Parcoursup. C'est pour notre information à nous, pas transmis aux formations. La lettre de motivation, si elle a été demandée, les pièces complémentaires, la rubrique activité centre d'intérêt. Et puis, une fois que votre lycée aura remonté les notes, je rappelle que les notes sont remontées à plus de 99,99% par votre lycée automatiquement. Vous n'avez qu'à les vérifier, pas à les saisir, et vous pourrez simplement ensuite confirmer vos vœux. Vous le verrez, là aussi, il y aura un petit rappel. Une semaine avant le 2 avril, j'enverrai à chacun d'entre vous un message pour dire voilà ce qui vous reste dans votre to-do list, en gros, à faire afin de pouvoir compléter votre dossier et ensuite confirmer vos vœux. Petit slide de mise en visibilité, 2 avril 2025, donc dernier jour pour compléter votre dossier et confirmer. Je donne un exemple concret. Vous êtes intéressé par le parcours d'accès santé. Eh bien, jusqu'au 13 mars, vous pouvez faire le vœu dans l'université qui vous intéresse. Entre le 13 mars et le 2 avril, vous avez le temps pour finaliser votre dossier, faire la lettre de motivation si ça a été demandé ou d'autres éléments. Voilà comment on distingue ces deux dates. On peut peut-être prendre des questions maintenant, et puis parce que les deux, trois autres slides, ce seront des slides un peu de synthèse, mais je trouve que c'est peut-être pas mal d'avoir, parce que le moment était intense. Alors, je ne vous entends pas, par contre. T'as pas ton micro, Christophe. Tu retrouves pas? Ok. Ah, là, vous Question. m'entendez? Ah, ça y est, c'est revenu. Excusez-moi, il y a eu un petit bug. Oui, j'étais en train de dire que, un élève demande comment tout se passe lorsqu'on fonctionne en semestre par rapport à la fiche à venir. Oui, en fait, de toute façon, si vous êtes les notes, on l'a évoqué sur la slide qui était sur les notes, elles nous remontent du lycée soit avec une organisation en trimestre, soit une organisation en semestre. Mais en tout état de cause, à l'issue du deuxième trimestre, eh bien, l'équipe du lycée fera remonter la fiche à venir
Euh, euh, Dans la fiche à venir, il n'y a pas les notes en quelque sorte. Les notes sont dans les bulletins, ce qui nous sont transmis par le lycée. La fiche à venir, ce sont des éléments d'appréciation. Et évidemment, ils sont faits avant le début du mois d'avril par l'ensemble des lycées. Très bien. Il y a aussi une question qui concerne un service de volontariat européen. Dans ce cas-là, comment ça se passe par rapport à Parcoursup? Je vais distinguer deux situations pour être clair. Vous avez envie de faire un volontariat européen, mais vous le faites en dehors de tout cadre d'enseignement supérieur. Alors, je ne sais pas si c'est une année sabbatique, en tout cas, voilà. Ça, vous avez évidemment le droit de le faire après votre baccalauréat, et vous pourrez, le cas échéant, à l'issue de cette année de volontariat, revenir sur Parcoursup pour être candidat à une formation post-bac. Ce qui sera hyper intéressant à ce moment-là, c'est d'expliquer ce que vous a apporté, évidemment, dans la rubrique activité et centre d'intérêt, dans votre lettre de motivation, comment cette année-là de volontariat a éclairé votre choix d'études post-bac. Deuxième situation, vous êtes intéressé par faire le volontariat, mais vous voulez quand même être inscrit dans un établissement. Ça s'appelle la césure et c'est tout à fait possible. Vous pouvez, dans votre dossier Parcoursup, indiquer que vous êtes intéressé par une césure. Cette information ne sera pas communiquée à l'établissement au moment où il examine votre candidature. Mais si ensuite vous choisissez un établissement particulier, eh bien, Parcoursup transmettra à cet établissement au moment où vous allez vous inscrire le fait que vous avez demandé une césure. L'établissement examinera votre demande. Il n'est pas obligé de l'accepter, mais s'il l'accepte, vous aurez une convention de césure avec votre établissement d'accueil. Et puis, trois conséquences. Un, vous serez un étudiant inscrit dans une formation, même si vous n'y venez pas. Deux, vous aurez même des droits sociaux, c'est-à-dire la possibilité, parce que vous avez le statut d'étudiant, de solliciter une demande de bourse sur critères sociaux. Troisième élément, sans doute, c'est le jackpot. Eh bien, dans ce cas-là, si vous revenez à la suite de votre volontariat dans cette formation, la place a été gardée au chaud, vous n'avez pas à repasser par Parcoursup. Évidemment, ce qui peut arriver dans ce cas-là, c'est que en ayant fait un volontariat, quelle que soit sa nature, eh bien, quand vous revenez, vous n'êtes plus tout à fait le même que quand vous êtes parti, parce que vous avez eu d'autres projets, d'autres idées, etc. Et évidemment, donc, si vous êtes plus intéressé par la formation dans laquelle vous aviez été inscrit, eh bien, vous avez le droit d'en changer et d'aller sur Parcoursup. Et évidemment, là, ce qui sera important, c'est de d'illustrer votre projet d'orientation, de réorientation au regard de votre expérience personnelle. C'est ça qui est toujours important à faire. Bien, on a une question. Peut-on être refusé d'office dans une formation à cause des spécialités sans examen du dossier finalement? Nous, on interdit aux formations de refuser d'office parce que vous n'avez pas la doublette d'or. Je veux dire ça comme ça. Euh, Euh, Après, évidemment, il y a des types d'enseignements de spécialité privilégiés. Et on a demandé aux formations de l'indiquer, voilà, d'exposer. Alors, il y a des choses qui sont naturelles. Vous savez, si vous allez en licence de maths puis que vous n'avez pas pris de mathématiques, ben, ça tombe sous le sens. Par contre, c'est important, j'utilise aussi les mathématiques parce que je sais qu'on est dans un pays où parfois on ne juge tous les dossiers qu'au regard de cela. Regardez par exemple sur les formations d'études de santé, là où une partie d'entre nous ce soir a vécu dans l'existence où de toute façon il fallait avoir fait faire des mathématiques pour aller faire des études de santé, tout le monde le disait, eh bien regardez avec ce que j'ai montré tout à l'heure, ce petit simulateur entre guillemets, vous verrez que c'est beaucoup plus des profils qui ont fait physique et SVT, qui sont évidemment peut-être plus comment dire, non pas recommandé, mais plus proche de la nature des formations que vous avez. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas parce que vous n'avez pas fait des mathématiques ça vous interdit ça. C'est pas ça. Mais c'est aussi intéressant dans les données qu'on montre, voir qu'il y a parfois de la diversité. Et puis je le dis aussi parce que c'est important. Je vais prendre des exemples, alors pas caricatural parce que j'aime beaucoup, mais vous pouvez prendre une formation dans un lycée, une formation de classe prépa scientifique, par exemple Louis le Grand ou Henri IV, vous voyez. Évidemment, vous pourrez peut-être voir qu'il n'y a quasiment qu'un seul profil. En gros, ceux qui ont fait l'option maths, physique, chimie, alors ils ont aussi fait l'option maths experte, sans doute, et avec des niveaux de notes très élevés. Voilà, il n'y a peut-être qu'un seul modèle. Mais si vous prenez la même MPSI dans un lycée peut-être moins sélect, moins réputé, moins renommé, et pour autant vous aurez une très bonne formation par les enseignants qui sera dispensée, ben vous pourrez voir peut-être qu'il y a beaucoup plus de diversité dans les profils. Donc, moi, en tout cas,
Vous avez jusqu'à 10 vœux. Je n'ai jamais rencontré un élève qui me dit j'avais pas assez de vœux pour faire les projets qui m'intéressent. Vous avez le droit d'oser, vous avez le droit d'être ambitieux. Et puis, encore une fois, tentez le coup, même si vous vous dites ah mais je serais pas pris. Ben, ça vous coûte rien de faire des vœux, vous savez, sur Parcoursup. Ils sont gratuits les vœux. Ça me permet de dire aussi, on n'a pas besoin d'avoir un coach. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui surfent sur le stress, l'angoisse, et je peux comprendre. Vous allez changer d'environnement, vous étiez bien au lycée, et je comprends. Vous avez des équipes éducatives près de vous, et puis Parcoursup sonne la sonnette en disant, les amis, c'est fini, il va falloir aller ailleurs. Donc c'est évidemment un peu stressant, mais voilà, vos équipes éducatives sont là, tout ce que l'on fait pour vous accompagner et puis répondre à vos questions. D'accord. Deux demandes peut-être de précision par rapport à deux rubriques. Déjà, il y a une collègue qui souligne l'intérêt de remplir l'onglet engagement. Est-ce que, par exemple, Alors, oui, je vais essayer de répondre, puis vous me direz si j'ai devancé votre question utilement ou pas. Euh, alors, moi, je le dis, ne foncez pas ce soir vous inscrire à la maraude du secours populaire parce qu'il faut cocher une case dans Parcoursup. Ça vaut pour l'inscription au poney ou au violon. Je veux dire, il ne faut pas tourner le système en ridicule. L'objectif, ça n'est pas ça. L'objectif, c'est si vous avez des choses, et y compris parfois, on est pudique. On n'ose pas dire des choses. On n'ose pas parce qu'on pense que ça n'a pas de valeur. Eh bien, si, ça peut avoir. Vous savez, quelqu'un qui a une activité artistique, il y en a peut-être parmi vous, ou même sportive, eh bien, pour un enseignant du supérieur, c'est aussi un signal. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait aussi s'aérer la tête en dehors de ses études scolaires. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait aussi euh, manager deux agendas différents, un agenda d'activité culturelle personnelle, un agenda d'activité scolaire. Voilà, c'est le sens. Donc, il n'y a pas de plus outre. Vous voyez, on n'est pas obligé d'être tous des hyper engagés et devenir des volontaires humanitaires pour rentrer dans une formation post-bac. Ça n'a pas de sens. Par contre, voilà, l'idée, c'est d'essayer de réfléchir à ce qu'on peut mettre en avant et qui a du sens au regard de votre projet. Une question sur le délai, on va dire, d'utilisation de Parcoursup. Quelqu'un qui, après le bac, par exemple, voudrait faire une formation à l'étranger de 2, 3 ans, puis ensuite voudrait réintégrer une autre formation en France. Pendant combien de temps Alors, est-ce que Parcoursup reste accessible, en fait? alors, j'ai pas de date de péremption. Euh, euh, il m'est déjà arrivé de voir quelqu'un qui avait 70 ans qui venait sur Parcoursup. Après, je vais vous dire ce que je pense, c'est qu'en fait, ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, Ce qu'a du Parcoursup est construit, enfin, vous avez vu, je remonte des notes. Quel est l'intérêt que la dame qui a 70 ans, c'était une dame, me dise qu'elle a eu le baccalauréat? Ça remonte, voilà. Et en fait, ça ne dit pas qui elle est. Le baccalauréat, c'est important pour vous cette année, et voilà, mais dans 10 ans, enfin, c'est ce que vous aurez fait qui compte. Donc, il y a parfois des gens qui viennent sur Parcoursup parce que finalement, ça éclaire, il y a de la lumière et on voit les formations. Mais il y a d'autres modalités pour accéder. Pour quelqu'un, par exemple, qui a déjà eu une activité, qui est parti comme salarié, il y a d'autres possibilités. La formation continue est sans doute plus adaptée parce que, au regard de son expérience, il n'a pas besoin de reprendre une formation de A à Z. Il peut avoir que quelques types d'enseignement. Après, je vous dis, c'est possible. Alors, je pense des étudiants qui ont fait une activité de 3 ans à l'étranger et qui reviennent. Oui. Alors, je suis honnête avec tout le monde parce qu'il faut l'être. C'est peut-être plus difficile parce que vous avez un trou en quelque sorte dans votre parcours et que vous savez, dès lors que vous avez quelque chose qui n'est pas comme les autres, c'est toujours, tiens, pourquoi, c'est bizarre, c'est étonnant. Ça renforce encore plus l'intérêt de documenter ce que vous avez fait. Vous avez une richesse que d'autres n'ont pas, parce que non seulement vous avez eu le baccalauréat, vous avez eu un parcours personnel. Si ça a éclairé votre projet d'orientation, si ça vient le nourrir, vous avez toutes les chances sur Parcoursup. merci. Une question aussi. Voilà, nous sommes une école allemande d'excellence dans le sud-ouest de la France. Nous offrons la BIBAC, mais nous sommes considérés comme un établissement privé hors contrat. Comment pourrait-on établir la visibilité de notre école dans Parcoursup pour nos élèves qui voudraient poursuivre leurs études en France? Alors,
c'est côté lycée ou côté post-bac? Je comprends post-bac, c'est ça plutôt. En fait, sur Parcoursup, on peut proposer des formations et être intégré sur Parcoursup quand on a un diplôme qui a fait l'objet d'une validation par les autorités de l'enseignement supérieur. Donc en fait, il peut y avoir des établissements, il y a des établissements parfois hors contrat, mais qui ont fait l'objet d'une reconnaissance par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, n'hésitez pas à consulter sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche des informations sur comment on obtient une reconnaissance qui permet de valider la qualité d'une formation. L'objectif, c'est toujours que les lycéens qui viennent sur Parcoursup aient des formations qui correspondent effectivement à une réalité de diplôme derrière et une capacité ensuite à poursuivre des études. Il y a une question sur les IEP. Pour les IEP qui recrutent uniquement sur concours, à quel moment sont transmises les demandes? Alors, il y en a 10 sur la plateforme et vous savez, comment dire ça? Ils sont 10 et il y a quatre modalités différentes. Enfin, je veux dire, la jalousie génère, vous voyez, une forme de foultitude de solutions là où on pourrait être beaucoup plus simple. Mais bon, c'est leur avis, c'est pas moi qui décide pour eux, mais c'est la réalité. Dans les IEP, il y a donc dans ces quatre catégories, il y a d'abord l'IEP Paris avec l'examen sur dossier et puis un oral. Il y a les IEP de région dans lequel il y a un réseau de 7 IEP et dans lequel vous avez un examen écrit. Et puis vous avez encore des modalités différentes à Bordeaux, à Grenoble et à Fontainebleau. Toutes ces informations, vous les retrouvez sur la rubrique modalité de candidature qu'on a vu tout à l'heure sur les slides. Je ne l'ai pas éclairé de manière spécifique, mais c'est la deuxième rubrique. Vous avez modalité de candidature et vous verrez IEP par IEP quel type d'organisation a été choisi. S'il y a un concours, puisque c'était votre question d'origine, ce concours va se dérouler dans la temporalité une fois que vous avez confirmé vos vœux, donc jusqu'à échéance du 2 avril. Ça se considérera après et avant qu'ils nous remontent les classements. Donc, en gros, le concours s'organisera entre le mois d'avril et le mois de mai. Et cela fonctionne pour toutes les formations. D'ailleurs, si je prends d'autres formations, par exemple des écoles de commerce qui font des concours ou des écoles d'ingénieurs qui font des concours, toutes les modalités de la sélection sont indiquées sur Parcoursup. Tout passe par Parcoursup, votre candidature. Et puis, vous serez convoqué, sollicité pour ces examens-là dans le cadre de la temporalité Parcoursup. C'est aussi ce que je voulais dire par un seul calendrier pour tous, c'est-à-dire que toutes les formations qui organisent des sélections, elles doivent le faire dans la temporalité unique de Parcoursup, de sorte que tous les résultats arrivent le 2 juin. D'accord, donc dans la suite de la question, mais du coup je pense que vous y avez répondu, en fait tout sera clos, les notes auront déjà été remontées par l'établissement au 2 avril. Ouais, Les établissements scolaires, je crois que c'est le 31 mars ou 29 mars, enfin, en tout cas, c'est dans la semaine précédente qu'ils doivent tous nous remonter l'ensemble de leurs données. Et oui, évidemment, pour vous rassurer, par exemple, si c'est par exemple l'IEP Paris qui fait d'abord des examens à partir des notes et puis ensuite un oral, ben évidemment, ils auront tous. Et d'ailleurs, vous ne pourrez confirmer votre vœu que si les notes sont déjà remontées par votre établissement. Et il peut même y avoir une situation, parce que vous savez, on envisage tout type de situation. Il y a 645 000 lycéens, donc vous voyez, et 4 500 lycées en France. Si votre lycée n'avait pas remonté de notes, je ne sais plus à quelle date, mais en tout cas, ce sera à la fin mars, eh bien, je dirais aux élèves, vous pouvez renseigner vos notes à la place du lycée. Et si le lycée est en train de terminer son exercice, eh bien, les notes qu'il renseignera, lui, écraseront les vôtres parce que ce sont les notes officielles remontées par le lycée. Donc, pas de panique, tout est prévu, y compris si il y a une situation très particulière d'un établissement. Voilà, mais compte tenu du nombre, il peut toujours y avoir. Donc, on a essayé de tout prévoir. Eh bien, bah, écoutez, il y a des questions qui continuent d'arriver, mais en même temps, il va être 20 heures et on souhaiterait respecter les horaires. Monsieur Teilhard, je ne sais pas si vous aviez, par rapport à votre Deux diaporama. slides, deux slides pour finir. Oui, voilà. Premier élément, d'abord, voilà, prendre connaissance du calendrier, des modalités de fonctionnement. Je vous dis, il y a une rubrique pour vous aider dans votre dossier, dans lequel vous retrouvez plein de petites vidéos tutos sur comment on fait des vœux, comment on complète son dossier. Je crois que c'est important.
de pouvoir toujours vous y référer. Puis il y a une FAQ extrêmement importante avec un moteur de recherche, ça vous permet d'avoir toutes les réponses à toutes les questions. N'attendez pas la dernière minute pour préparer votre projet. Voilà, donc vous avez les échéances 13 mars et 2 avril. Faites les vœux pour les formations qui vous intéressent, sans autocensure. Pensez à diversifier ces vœux et à éviter de formuler qu'un seul vœu. Ne restez pas seul avec vos questions. Échangez au sein du lycée. Profitez des journées portes ouvertes pour toujours confronter l'information que vous avez lue avec des vrais gens, si je puis m'exprimer comme ça, de manière à challenger et puis à bien digérer l'information. Ne restez pas seul avec vos questions, c'est ça qui est vraiment important. Préparez-vous aussi pour la fin de la mission. Je l'ai dit, quand vous faites des vœux, vous n'avez pas à faire de hiérarchie, vous n'avez pas à la renseigner. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez bien vous en tête. Qu'est-ce que vous préférez? Vous verrez sans doute que ça va changer 3, 4 fois, 5 fois ou 10 fois d'ici le début du mois de juin. Mais une fois qu'on aura démarré de juin, il faudra faire des choix. L'objectif, c'est toujours de faire un choix. Enfin, un dernier élément, parce que je pense qu'il est important et même très important. Parcoursup, ce n'est pas le choix de votre vie. Personne ne joue sa vie sur Parcoursup. On peut se le dire comme ça pour se faire peur, mais ça n'est pas la réalité. Je crois qu'il faut vraiment en être conscient. Parcoursup, c'est une première étape, un premier choix d'accès à l'enseignement supérieur. Vous pouvez vous préorienter, vous pouvez changer de voie. Il y a une telle diversité des formations. Vous pouvez arriver à une maturité, ben, peut-être que certains arriveront plus vite que d'autres, peu importe. J'ai entendu quelqu'un dire que les enfants ne poussaient pas comme les poireaux pour dire qu'ils ne vont pas tous au même rythme. Et c'est important de le dire. Chacun trouve son rythme, chacun trouve sa voie. Dernière slide. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a un numéro vert sur Parcoursup pour vous accompagner. Une messagerie contact pour pouvoir poser des questions lorsque vous avez une difficulté technique, par exemple. N'hésitez pas à le faire. Nous sommes très présents sur les réseaux sociaux et même sur un canal d'actualité WhatsApp pour diffuser beaucoup d'informations de manière à ce que vous ayez le maximum d'informations avant de faire vos choix. Merci Très beaucoup. bien. Peut-être une dernière question qui concerne beaucoup de nos élèves en Abibac. Euh, En fait, certains élèves font des vœux, enfin même tous les élèves font bien sûr des vœux sur Parcoursup, mais certains font en parallèle une demande pour étudier en Allemagne directement, puisqu'ils peuvent y prétendre. Et la question est jusque quand est-ce qu'ils peuvent accepter ou refuser une proposition Parcoursup? Parce que parfois les universités allemandes donnent leur réponse seulement au 20 juillet, par exemple. Donc, comment faire? Bon, bah alors, je suis content d'apprendre que les Allemands vont moins vite que moi. Un élément de satisfaction personnelle. Mais je crois que ce qui est important, et merci d'avoir posé cette question, d'abord, même si vous avez un projet extrêmement certain d'études de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, par précaution, faites quand même des vœux sur Parcoursup. Vous ne savez pas ce que la vie réserve. Peut-être que dans 2 mois, vous aurez complètement changé d'avis. Peut-être que dans 3 mois, votre petite copine restera en France et donc vous serez tiraillé et que vous préférez, vous serez bien content d'avoir fait des vœux sur Parcoursup. Deuxième élément de réponse, euh, vous avez toujours la possibilité d'accepter une formation sur Parcoursup. Et puis au moment où l'université allemande vous apporte la réponse, imaginons le 20 juillet, si vous êtes certain et que vous faites le choix de vous inscrire en Allemagne, à ce moment-là, vous vous désinscrivez de Parcoursup. C'est tout à fait possible. Mais voilà, ne faites pas, comment dire, je choisis pas sur Parcoursup parce que j'attends l'autre réponse. Suivez le calendrier de chacune des phases d'admission. Moi, vous avez le droit d'accepter, vous avez même le droit, y compris, de commencer à vous inscrire en France dans un établissement, et puis si jamais vous partez à l'étranger, ben, vous solliciterez l'établissement pour avoir le remboursement de l'inscription parce que vous avez eu un élément de décision et fait un autre choix. Votre place libérée ben, et sera utilisée pour quelqu'un d'autre. Eh bien, merci beaucoup. Je passe la parole à Caroline Bass. Merci, Monsieur Teilhard, pour cette présentation détaillée, dense toujours, de Parcoursup. Je crois que c'était très important que vous puissiez dire, apporter votre voix sur comment dire, la mise à distance, même si c'est compliqué pour nos élèves de le prendre ainsi, hein, mais la mise à distance de l'importance de Parcoursup. Bien sûr, Parcoursup, c'est important, mais nous nous adressons à des élèves à Bibac et des familles à Bibac.
qui investissent beaucoup, surinvestissent parfois un petit peu au sens de l'importance de cette étape qui est une étape importante, mais en fait, c'est le début d'autres étapes qui sont aussi très importantes. Et je crois que vous avez eu raison d'insister sur la possibilité de se réorienter, la possibilité des passerelles, la possibilité aussi de faire des césures. Et je crois que nos élèves qui sont partis Allemagne voit aussi la nécessité et l'intérêt de la flexibilité, de changer et de casser un petit peu les rythmes. Bon, après, on leur souhaite évidemment de faire les choix les plus judicieux et de trouver surtout la voie qui les inspire le plus. Merci beaucoup pour votre regard. C'est la dernière conférence des semaines de la BIBAC et du supérieur. Je me permets donc de vous remercier très chaleureusement Monsieur Teilhard, un de nos fidèles et un de nos soutiens. C'est important pour la BIBAC, au-delà du réseau ABIBAC, c'est important pour la BIBAC de façon générale d'avoir votre relais et votre regard. J'en profite aussi pour remercier les équipes du réseau ABIBAC, les collègues que l'on voit apparaître et d'autres que l'on voit moins apparaître. Claude Janson, Christophe Lapalu, Héloïse Ménard, Véronique Gambreau, Edith Weber qui se cache mais qui est quelque part, Mélanie, je crois, une pensée pour Xavier de Glogevski, fondateur du réseau. Et on vous souhaite une très bonne soirée. On espère que ce cycle de conférences vous aura éclairé, servi. Et on vous souhaite bonne chance et bon courage pour cette période importante, mais à relativiser un petit peu autant que possible. Et n'oubliez pas, ça peut bloquer, ça peut booster, mais ça peut bloquer aussi. À bientôt avec Réseau et bon courage à tous, bonne soirée.